famille constitue l'unité de base de la société et en tant que telle, elle mérite une attention particulière. Elle devrait bénéficier d'un maximum de protection et d'assistance pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. Cette déclaration de l'ONU rejoint ce qu'écrivait Balzac il y a quelques 150 ans. La famille sera toujours la base des sociétés. Aujourd'hui, enquêtes et statistiques se succèdent pour mieux comprendre cette réalité complexe. Un magazine roman citait dernièrement dans son éditorial « Jamais la famille n'a été aussi menacée, mais voilà le paradoxe, rarement on aura eu le sentiment qu'elle était aussi précieuse, aussi sacrée, aussi chère au cœur des Suisses. » Alors la famille, une réalité éclatée, dépassée, ou au contraire, un idéal de vie actuel et porteur d'espérance? C'est Vie en question, bienvenue. Vie en question, face à la famille, avec Nancy Descorvets, enseignante, et Philippe Descorvets, pasteur. Réussir sa vie familiale, dessine-moi une famille, le grand amour aujourd'hui. Qu'évoque pour vous le mot famille? Une bonne entente avec les parents, puis une solidité quoi, entre les différents membres. Eh bien, ma foi, c'est ce qu'il y a de bien ensemble sur cette terre, si on veut. La famille, on tâche de se tenir, il faut que la famille se tienne. À une maman, un papa, un frère et sœur. À la communauté, comme a dit mon copain, à la famille, parents, enfants, vivant ensemble. Parents, enfants, maison, calme, tranquillité. L'unité, l'amour, c'est très vague. En général, c'est plutôt une unité, des racines. Le mot famille, ça évoque presque la vie, je dirais. Parce que c'est la continuation de la vie, c'est le début de la vie, et puis tout ce qui se fait en famille, c'est vraiment vivre. C'est pour moi le noyau, la cellule de base où peut se réaliser une création, la création de la vie, la continuation de la vie. Quelque chose d'harmonieux, d'agréable. J'ai la chance d'avoir 3 filles et d'en avoir une dont je jouis beaucoup et je le souhaite une même chose à tout le monde. La famille, moi, la famille, ça va pas tellement. Personne ne s'entend dans la famille. Ma sœur, elle s'entend pas avec mon père. Mes parents sont divorcés. Moi, avec mon père, ça va pas. Donc, pour moi, le mot famille, ça veut pas dire grand-chose. Il y a la cellule d'une société. C'est le gymnase psychologique dans lequel on va développer la personnalité et toutes les valeurs morales, éthiques, des comportements, dans lesquels on apprend à réagir en société finalement. Alors, en parlant de société, comment, d'après vous, la famille devrait-elle s'adapter à cette société? Justement, en préservant les valeurs morales, les valeurs éthiques, à développer une personnalité équilibrée dans l'être. Si les pères ne sont pas avec ses enfants, s'ils ne partagent pas avec eux, s'ils ne les enseignent rien au niveau moral, forcément, ils vont être dans la rue, ils vont prendre des autres habitudes, des autres choses différentes, ils ne vont pas avoir un attachement vers ses parents et les parents après non plus vers eux. C'est une bonne question. J'ai des parents divorcés et puis à mon avis, des solutions, je vois pas quoi. Revenir peut-être avant, bien avant, puis je sais pas, c'est une question très dure parce que l'égalité des sexes, ça a apporté beaucoup de changements. Et puis il me semble que si une personne veut réellement sa liberté, elle est obligée à un moment ou à un autre de se détacher de l'autre. C'est pour ça qu'actuellement, il y a le taux de divorce qu'on a, quoi. Plus que jamais, elles devraient être unies et puis s'entraider avec la récession, avec tout le chômage qu'il y a, qu'il y a beaucoup de gens qui dépriment, que la famille devrait être là pour s'entraider. Je crois que la première des choses, c'est de fixer une ligne de conduite et qu'aujourd'hui les gens vivent un peu là-bas comme je te pousse et c'est ce qui crée le gros problème. En étant à la fois ouverte vers le monde et en même temps avoir une harmonie intérieure et une certaine intimité pour donner à chacun la possibilité de se développer au maximum dans sa direction à lui. Je sais pas, comme moi le problème c'est je peux faire tout ce que je veux, sortir quand je veux, tout, mais c'est être, je sais pas, plus ouvert avec les jeunes, plus moins être vieux jeu, quoi. Vous estimez avoir trop de liberté, ou bien? Est-ce que j'ai bien compris?
Non, non, je suis contente d'avoir autant de liberté. Je prends 3 heures que je veux et tout, mais le problème, c'est qu'ils ne me parlent pas, tout. Elle n'est pas ouverte, la famille, quoi. Donc cette liberté ne vous apporte pas forcément ni l'amour, ni la joie ou le bonheur? Non, ça pourrait l'apporter si dans la famille, il serait autrement, il penserait autrement. Nancy et Philippe de Corvey, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Vous animez régulièrement des séminaires consacrés à la famille. Vous êtes confrontés souvent à ces questions. Est-ce que ces quelques interviews que nous venons de voir reflètent l'image de la famille dans notre société actuellement? Alors tout à fait. Je crois qu'il y a ce désir d'avoir une famille nucléaire, de baser la famille sur le noyau, et puis en même temps cette souffrance énorme, par exemple cette jeune fille qui dit « ça ne va pas avec mes parents ». On a parlé beaucoup de valeurs morales dans ces quelques témoignages. Philippe de Corvey, en tant que pasteur, ça vous fait vibrer? Oui, bien sûr. Ce qui me frappe aussi, c'est la vision positive de la famille en presque toutes ces personnes, et je crois que c'est assez général. Et puis en même temps, la question que je me pose, c'est en effet ce décalage entre cet idéal de la famille et puis la crise dans laquelle la famille est. Alors je me dis, mais comment faire? Parce qu'il pourrait y avoir aussi un certain danger, la famille étant une sorte de valeur refuge, parce que le monde nous fait peur, parce que le monde est inquiétant, parce que le monde est divisé, parce que le monde est éclaté. Alors on se réfugie dans la famille, mais avec une certaine valeur de nostalgie. Or la famille, je crois que ce n'est pas quelque chose du passé, ça doit être quelque chose d'avenir. C'est vrai que ce que j'ai vécu par exemple à Noël, pour moi c'est ça la famille. C'est une famille non seulement repliée sur papa, maman et les enfants, mais une famille avec les oncles, avec les tantes, avec les grands-parents, avec les chiens, avec les chats, avec tout ce que... et les amis invités. Où on se sent vraiment comme, j'allais dire, partie d'un hamac, d'un large filet, avec beaucoup de mailles. Nous allons beaucoup parler de famille, mais dans notre émission, nous avons également souhaité voir la famille différemment et la voir en particulier à travers le dessin. Alors je souhaite la bienvenue à Pierre Loup, merci d'être avec nous également. Vous êtes diacre dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud, mais vous exercez aussi des talents de dessinateur. Alors nous nous réjouissons de voir ce que vous serez inspiré à dessiner en cours d'émission en écoutant nos dialogues. Merci. Nancy, on a parlé beaucoup dans les interviews qu'on a eues de 2 aspects de la famille, effectivement ce noyau, à la fois ce lieu où on peut se retrouver, et également le lieu de la vie, le lieu où tout bouillonne et tout repart vers l'extérieur. Vous pensez que c'est important de concilier ces 2 aspects? Oui, je crois que la famille, c'est vraiment un champ qui ouvre une perspective. Dans la mesure où la famille reste quelque chose de fermé, un bastion, je crois qu'alors c'est source d'étouffement, il y en a forcément envie de faire éclater ce cadre, mais dans la mesure où la famille, c'est une réalité ouverte, non seulement sur les amis, parce qu'une famille c'est triste, une famille où il n'y a pas d'amis, mais une famille qui est ouverte sur les réfugiés, sur le pauvre, sur celui qui souffre. Philippe, une personne nous a dit, la famille c'est ce qu'il y a de bien sur cette terre, c'est une personne âgée déjà. Oui, je crois que nous pouvons tous le dire, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, si bien que la famille nous concerne tous. C'est une question qui suscite immédiatement chez tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils sont enfants de quelqu'un. Et la famille suscite alors ou bien des souvenirs extrêmement positifs ou bien de très grandes souffrances, mais tout le monde est concerné par la famille. On parle aussi de développement de la vie, d'apprentissage de la vie en société également. En quoi est-ce que la famille vient nous apporter une aide qui est essentielle à ce propos? Mais je pense que notre civilisation actuelle est caractérisée, enfin c'est un peu schématique, mais d'une part par un individualisme énorme et d'autre part par la masse. Nous sommes à la fois une civilisation de masse et une civilisation d'individus. Quelqu'un parlait d'une civilisation de grains de sable. Et la famille, c'est justement l'antidote à cela, parce que je ne suis pas tout seul, et puis je ne suis pas dans la masse. Et je peux être moi-même, je peux être accepté tel que je suis, je peux être aimé inconditionnellement, et je peux aimer inconditionnellement mes enfants, mes parents. Et c'est dans ce sens-là que c'est un apprentissage essentiel de la vie. C'est un laboratoire. Nous avons demandé à différentes personnes en quoi est-ce que la famille devrait s'adapter à la société. Est-ce que la question vous paraît bien posée? Est-ce qu'elle ne vous dérange pas un petit peu? Au premier abord, elle m'a un peu dérangée, et puis en y réfléchissant, je me suis dit, mais effectivement, le facteur d'adaptabilité est toujours un facteur très important. Dans les grands axes de la famille, il y a l'adaptabilité, la cohésion, etc. Mais
c'est quelque chose de tout simple. La famille devient une réalité internationale. Quand je vois un de nos fils, par exemple, qui habite en Chine, je ne sais pas ce qu'on ferait sans fax et sans téléphone. Mais reste, il me semble, cette nécessité d'avoir un contact épistolaire et de pouvoir s'étendre par écrit. Ça dépend de ce qu'on entend par s'adapter. C'est évident que notre famille ne vit pas exactement la même chose que vivait la famille de nos grands-parents. Je prends juste un exemple. Autrefois, les enfants ne parlaient jamais à table. Aujourd'hui, les enfants parlent librement et je crois que c'est une bonne chose. Alors là, c'est juste qu'il y ait une certaine adaptabilité. Mais je crois qu'il y a des fondements qui alors demeurent. Il y a des principes de base d'une famille qui, eux, ne sont pas adaptables. En ce sens-là, ce serait la société qui devrait aussi parfois s'adapter, comme l'ONU semble le demander un petit peu par ce document aussi. Je crois qu'alors là, on touche à quelque chose de très, très intéressant. La société s'est adaptée. Et la société s'est adaptée par ses lois. Et une des choses que dit Evelyne Sulero d'une manière très claire, c'est que l'adaptation des lois qui a voulu favoriser les victimes, par exemple, je pense à l'aide qui est apportée aux parents isolés que l'API, a un effet pervers, et c'est aussi ce que François de Singly dit. On a voulu tellement, et c'était juste, favoriser les victimes, qu'on en est arrivé à légitimer ce qu'on appelait les familles à risque, et à donc à avoir une multiplicité de modèles qui se veulent être des modèles normaux. Oui. Une personne a parlé de se fixer une ligne de conduite, afin que dans le cadre de la famille, on puisse vivre un épanouissement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense, oui, que nos familles doivent avoir une ligne de conduite, doivent avoir un but, doivent avoir un certain nombre de principes dans lesquels on vit. Je crois que ça c'est tout à fait juste, qui seront d'ailleurs pas forcément les mêmes suivant l'âge des enfants. Quand les enfants sont tout petits ou quand les enfants sont plus grands, on ne vit pas exactement la même chose. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans une famille. Je crois que là aussi, c'est l'apprentissage du respect d'autrui, du respect du plus petit. Et je crois que c'est tout ça, la famille. Je crois que la famille doit avoir des référents, c'est-à-dire des gens, non seulement, et là je parle encore de la famille élargie, des gens qui sont crédibles, en qui les enfants puissent avoir confiance. On a un peu peur tout de même, lorsqu'on parle de ligne de conduite, d'avoir quelque chose qui vienne de l'extérieur et qui s'impose à une famille. C'est vrai qu'en sachant que vous êtes pasteur, on se demande dans quelle mesure vos paroissiens ne sont pas influencés à entrer dans un moule et à dire la famille idéale, c'est comme ça qu'on la vit. Est-ce que vous imposez des règles strictes? Comment est-ce que vous voyez cela? Non, je ne veux pas imposer, c'est pas comme ça que je dirais. Mais moi, je dirais d'abord, les médias nous imposent un certain style de vie, un certain modèle de famille ou de non-famille. Et je crois que nous avons simplement à dire ce que nous croyons être les principes de base d'une vie de famille, c'est-à-dire l'alliance entre un homme et une femme, la fidélité entre eux. Et je crois que c'est extrêmement valorisant, c'est extrêmement sécurisant pour des enfants aussi. C'est pas quelque chose, un carcan, c'est au contraire un hamac dans lequel on peut être bien. Je crois que c'est une protection, c'est une sécurité. J'aimerais maintenant faire plus ample connaissance avec Nancy et Philippe. Je vous propose de voir quelques images qui vont nous parler de nos invités et nous allons demander à Philippe de présenter Nancy et vice-versa. Nancy est une cuisinière émérite, elle est d'ailleurs méridionale, et sa cuisine, c'est une cuisine typiquement provençale, avec l'huile d'olive. C'est aussi une enseignante, et depuis toute jeune, son premier poste d'ailleurs a été l'alphabétisation des adultes en Afrique. C'est pourquoi nous avons toujours beaucoup aimé l'Afrique. C'est là que nous nous sommes rencontrés, que nous nous sommes fiancés. C'est aussi une femme qui aime tout ce qui est moderne, c'est pourquoi c'est elle qui a insisté pour qu'on achète un ordinateur. Et elle aime aussi beaucoup recevoir. Nous voilà dans le temple. Philippe est donc pasteur d'église réformée. Il a fait ses études de théologie à la faculté de Genève. C'est vrai que c'est un prédicateur qui s'est enflammé ses foules. Le voilà dans son bureau. Alors, c'est pas seulement dans sa tête qu'il a des choses, mais dans son cœur. C'est là qu'on a vécu beaucoup de choses avec des couples qui viennent ou des personnes individuelles qui viennent chercher une parole de réconciliation. Voilà nos enfants, Roland, Isabelle et Jean. Merci Philippe, la famille est souvent idéalisée. J'imagine que lorsque vous présentez un concept de famille dans vos séminaires, c'est quelque part une image idéale que vous présentez.
Parfois, non, c'est pas vrai? Non, on ne présente pas une famille idéale, parce que la Bible elle-même ne présente pas de famille idéale. Je veux dire, elle présente des hommes et des femmes qui vivent des situations tout à fait concrètes. Mais quelle solution est-ce que vous apportez alors? Il n'y a pas de famille parfaite, c'est ça que nous aimons dire, et que nous aimons dire souvent. Parfois même, on raconte cette histoire de ce couple qui avait fêté ses 25 ans de mariage et devait inviter du monde, et au cours de la soirée, le mari, il dit... Je bois un verre, je lève un toast pour ces 25 années qui ont été 25 années sans nuages. Et un des invités a dit, eh bien, quelle sécheresse. Eh bien, en effet, il n'y a pas de famille sans nuages. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problème. C'est ça que nous aimerions dire. Et nous espérons que les gens comprennent cela, parce qu'autrement, alors, il n'y a rien de plus culpabilisant. Mais nous croyons que dans les difficultés, il est possible d'avoir des victoires. Et la foi chrétienne, comment est-ce qu'elle vient s'insérer là? Alors, s'il n'y a pas une famille idéale, est-ce que la foi a une réponse particulière pour chaque circonstance difficile? Bien sûr. D'abord, apprendre à aimer. Parce que l'amour, c'est pas si évident que cela. Il faut vouloir aimer. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Marie, aimez vos femmes. C'est extrêmement intéressant. Comme si c'était un ordre. Et d'ailleurs, c'est un ordre. Parce que souvent, si l'amour était que tomber amoureux, on n'y peut rien, mais il y a une volonté de rester amoureux, une volonté d'aimer. Ça, c'est une première chose. Puis aussi le pardon. Apprendre à pardonner, ça c'est fondamental. Et dans ce sens-là, la foi chrétienne, oui, nous a permis à nous de cheminer depuis maintenant plus de 30 ans, parce que nous avons appris à nous aimer et à nous pardonner et à vivre ensemble avec nos enfants. Vous diriez donc qu'on peut apprendre un métier, apprendre une langue, apprendre à jouer d'un instrument de musique. On apprend à vivre en famille également? Oui, on apprend à vivre en famille, c'est vrai. Et quelle est Et on apprend par les larmes parfois, mais aussi par la créativité, par les choses que l'on peut inventer ensemble, et puis par la manière de mettre en valeur le caractère d'un enfant ou d'un autre. Je crois que c'est aussi par la communication. Il me semble que une des choses que je dirais, c'est la conjugaison. C'est Franz Kéré aussi qui a une phrase très belle qui dit conjuguons aider et aimer. Conjuguons fidélité et sincérité. Alors qu'on les oppose si souvent, comme on peut conjuguer poésie et syntaxe. Et tout cela dans le cadre de la famille, c'est possible. Et tout ça dans le cadre de la famille, oui. D'où l'importance d'avoir des séminaires, d'avoir aussi des émissions comme celle-ci, parce que pour tout, on a des cours. Pour tout, il y a un apprentissage, mais il n'y a pas d'apprentissage de la vie de famille. Et alors, nous avons à entretenir, à vouloir entretenir notre vie de famille. On constate effectivement que pour les enfants, pour les jeunes, la famille reste quelque chose d'important. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées où on voit que l'idéal, comme ça, le rêve, ça demeure un papa, une maman, 1, 2 ou 3 bambins. En Suisse, d'ailleurs, 3/4 des familles se conforment à cette norme. Est-ce que ça vous réjouit? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, ça me réjouit, dans la mesure où ça ne reste pas un rêve, mais où on travaille cela. Où quand vient le moment d'avoir une relation et de se marier, alors on cultive cela, on se dit, nous voulons vivre cette vie de famille avec le conjoint, avec les enfants qui nous seront donnés. Je crois qu'il y a là aussi une volonté de réussir sa vie de famille. Et il y a aussi, je crois, cette notion, puisqu'on est quand même là pour dire aussi des choses bibliques, que Dieu a inscrit en toute femme, en tout être humain, en tout homme, le désir d'avoir une progéniture. Je crois que c'est inscrit. Et Dieu a donné en même temps tout ce qui était capable pour le gérer. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'ai encore entendu récemment une jeune femme qui me disait « Mais moi, c'est hors de ma pensée d'avoir un enfant. J'ai l'impression que si j'avais un enfant, un bébé, je l'esclafferais contre le mur. » Alors bien entendu, j'ai dit à cette jeune femme, allez voir un médecin. Mais il y a de telles souffrances chez certains que le fait même de se dire, je vais reproduire un schéma qui m'a fait souffrir, devient une montagne. Et c'est là qu'il faut l'intervention alors de la foi. C'est là que la foi chrétienne a quelque chose à nous dire et nous aide fondamentalement dans la vie de famille, bien que je sois issu moi-même d'une famille, bien que je ressemble à mon père, bien que j'ai reçu l'influence de mon père et de ma mère, je ne suis pas mon père. Et nous pouvons avoir une famille qui soit la nôtre. Et s'il y a parfois des hérédités qui sont lourdes à porter, c'est vrai, mais dans la foi chrétienne, nous pouvons avoir là commencer un nouveau départ. Je crois que ça, c'est fondamental.
Lorsque vous parlez de foi chrétienne, vous entendez de se rendre régulièrement à un culte ou alors de parler ensemble en couple? Comment est-ce que vous voyez cela? La foi chrétienne, pour moi, pour nous d'ailleurs, d'abord c'est une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas d'abord une pratique ecclésiale, bien que ce soit aussi important et même nécessaire, mais c'est d'abord une relation personnelle avec Dieu. Puis ensuite, une relation conjugale avec Dieu, où on peut parler ensemble et où on peut justement, parce qu'on a éprouvé soi-même le pardon de Dieu, après eu un pardon conjugal, et ainsi entrer dans un cheminement conjugal et familial avec Dieu qui est une source de vie et d'espérance. Est-ce qu'il ne faut pas dire aussi que c'est le Dieu de Jésus-Christ? Je veux dire, pour moi, personnellement, j'aime Jésus. J'aime Jésus parce qu'il m'aime. Votre mari ne se sent pas un peu frustré par cet amour qui va tout d'un coup à quelqu'un d'autre? Oh, certainement pas. Parce que justement, en aimant Jésus, elle aimera son mari. Parce que le Christ, justement, nous fait aimer notre conjoint. D'ailleurs, c'est justement ce que la Bible dit, mari, aimez vos femmes, ou femmes, aimez vos maris. Alors, en aimant le Christ, au contraire, nous apprendrons à nous aimer. Parce que mon amour sans le Christ est si souvent un amour égoïste. C'est lui qui est amour. Et c'est en l'aimant lui que je pourrais apprendre à aimer mon conjoint d'une manière nouvelle. Ce qui ne veut pas dire que les chrétiens ont le monopole de l'amour et de l'amour conjugal. Nous avons dans notre famille des familles merveilleuses, des couples et des individus extraordinaires qui n'ont pas de foi ni de pratique chrétienne. Mais c'est vrai qu'un des moments à la fois beaux et qui était douloureux dans notre vie conjugale, c'est quand nous nous sommes rendus compte, après 7 ou 8 ans de mariage, qu'on s'aimait, mais qu'on ne savait pas s'aimer vraiment. Que notre amour avait une relation quand même difficile. Oui, mais ce qu'on a vécu, je trouve d'extraordinaire, c'est qu'on a fait cette démarche ensemble. Oui. Et vous disiez quelque chose, je trouve très important. Est-ce qu'un des conjoints peut se sentir jaloux? Ben, j'ai souvent entendu dire. Et c'est vrai que quand un des conjoints est chrétien et a une pratique, j'allais dire, énorme par rapport à sa vie conjugale et familiale, le conjoint est jaloux parce que pour lui, Dieu, en définitive, est soit une maîtresse, soit un rival. Et alors je crois que là, il y aurait quelque chose à dire dans un couple où un des deux est engagé spirituellement, à avoir une très grande sagesse et à mettre, tu es d'accord, à en mettre en premier l'amour du conjoint et l'amour de la famille, avant une pratique religieuse qui risque à la limite d'être une barrière. Parce que je ne sépare pas, et la Bible ne sépare jamais l'amour de Dieu et l'amour du conjoint. Vous parliez, Philippe, de difficultés, et après quelques années de mariage, vous vous êtes rendu compte que vous ne saviez pas véritablement comment vous aimez. Comment est-ce que vous avez appris? Tout simplement, comme la Bible nous le demande, dans l'humilité, à dire « Seigneur, apprends-moi à aimer ma femme ». Comme elle a besoin d'être aimée, comme tu me demandes d'aimer, comme le Christ a aimé. C'est ce que dit l'apôtre Paul d'ailleurs. Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Et ça a été une démarche à la fois d'humilité, de prière, mais aussi de joie, parce que c'est vrai qu'on est entré dans une nouvelle dimension d'un amour conjugal, dans tous les domaines, physiquement aussi d'ailleurs. C'est pas quelque chose de spirituel qui n'aurait pas de conséquences physiques. D'ailleurs, on voyait très bien tout à l'heure, on nous voit prendre le café. Mais je peux vous dire, on a des moments extraordinaires ensemble. Et pas seulement en lisant la Bible, donc. Hein. Merci pour ce partage. J'aimerais revenir à la question de la famille, l'importance de la famille. Pour 58% de personnes interviewées, c'est la famille, la réussite familiale qui est le plus important. Et pour vous? Un sondage réalisé en Suisse a montré que pour 58% des gens, c'est réussir sa vie de famille qui compte le plus. Pour 13%, c'est la réussite professionnelle qui compte. Et pour 28%, c'est égal. Qu'en pensez-vous? Moi, ce que je pense, c'est que la réussite professionnelle, c'est beaucoup dû au cadre familial, qui a sûrement dû aider financièrement, beaucoup pousser le jeune. Parce que si la famille ne pousse pas le jeune, actuellement, on voit des enfants qui, comme à Neuchâtel, qui traînent plus ou moins dans les rues, ils n'iront pas vraiment loin. Mais avec des parents qui poussent bien, qui leur donnent un peu l'envie de travailler, on ira beaucoup plus loin, quoi. D'ailleurs, moi, je remercie mes parents à cause de ça. Je pense que pour la réussite des autres, c'est la réussite en famille qui primerait, qui apporterait la réussite dans les autres domaines.
Ce sondage me réjouit, mais je crois que la réalité est tout autre, parce que les gens s'occupent peu de bâtir leur famille. Ils croient au grand amour, que ça vient tout seul, et c'est pas une chose qui vient toute seule, il faut le faire, il faut faire des efforts de part et d'autre. J'imaginerais que par la réussite de la famille, la force professionnelle est donnée, et je verrais un lien entre les deux. À mon avis, c'est 58% qui ont raison. En tout cas, moi, je serais de leur côté, quoi. Parce que la réussite professionnelle, elle me semble moindre comparée à la réussite familiale. Ça montre que la famille est en crise maintenant. Si on veut qu'on réussisse là. Vous pensez que 58% des gens, c'est peu, qui donnent cette priorité à la famille? Ah oui, tout à fait. On devrait donner beaucoup plus d'importance à la famille. Surtout que c'est peu par rapport à une société. 58, c'est pratiquement la moitié, si on pense. Et dès là, on voit aussi pourquoi il a peu de valeur morale. Ça m'étonne beaucoup. À cause de quoi? C'est trop peu? C'est trop. Ça m'étonne qu'il y ait autant de gens qui pensent comme ça encore. Ben moi je dis que la vie familiale c'est pas ce qui compte le plus quoi. Parce que maintenant il y a du chômage, tout c'est pas ce qui compte le plus. C'est le travail, tout ça. Toujours dans le même sondage, 90% des Suisses croient encore au grand amour. Comment la famille peut-elle offrir le cadre où ce rêve peut se réaliser? En laissant beaucoup de liberté aux jeunes. Parce que c'est quand on est jeune qu'on peut vivre le plus grand amour, à mon avis. En donnant l'amour à leurs enfants. No comment. Moi je dis que le grand amour c'était plutôt il y a longtemps quoi. Maintenant c'est pas du tout la même chose. Parce que tous les jeunes ils ont des problèmes avec leurs parents. Puis ce qu'il faut c'est que les parents ils écoutent pas assez les jeunes. Ils jugent trop vite et puis ils les laissent pas s'expliquer. Je pense qu'elle peut le faire en donnant, les parents doivent donner l'exemple d'un amour harmonieux et les enfants peuvent le suivre ensuite. Mais évidemment, il faut que les parents soient conséquents et qu'ils soient des modèles. Bien, je crois que c'est justement d'apprendre aux enfants que le grand amour, ça peut exister un coup de foudre, mais pour qu'il puisse se prolonger, c'est un ensemble d'efforts journaliers dans des petites choses. Le grand amour, ce serait le grand amour que vivent nos enfants. Alors je pense là qu'ils doivent prendre leur indépendance et que ce n'est pas dans la famille tellement que ça doit se vivre. On peut partager après, mais le grand amour doit se vivre en dehors de la famille. Nous l'avons vu, pour beaucoup, réussir sa vie de famille, c'est réussir sa vie en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est difficile avec la multiplication des familles recomposées ou ce qu'on appelle les familles monoparentales. Il y a là une difficulté parce que la famille monoparentale, c'est la famille où il y a un conjoint avec des enfants et des enfants de moins de 25 ans. L'enfant a divorcé. L'enfant n'a pas divorcé justement avec ses parents. Si ses parents l'ont fait, les enfants l'ont pas. Et puis la difficulté des familles recomposées où il y a un conjoint, remariage ou alors recohabitation, le style de l'union libre il étant de plus en plus là. Donc je crois qu'il y a une structure monoparentale chez beaucoup d'enfants qui est une blessure pour la réussite de la vie. Philippe, j'imagine que le pasteur a souvent un message pour la famille composée de 2 parents, de quelques enfants, mais pour ces familles monoparentales, ces familles brisées par la vie, qu'est-ce que le pasteur dit ? Oui, j'aimerais d'abord revenir sur les questions qui sont posées là. Je pense que ça me réjouit qu'une majorité de personnes pensent qu'il est plus important de réussir sa vie de famille que sa vie professionnelle, d'ailleurs que les deux sont liés. Mais alors la question que moi je pose, que fait-on ? Quels moyens se donne-t-on pour réussir sa vie de famille? Un des grands problèmes quand même, me semble-t-il, dans bien des couples, dans bien des familles, c'est le dialogue. Comment garde-t-on le dialogue? Comment cultive-t-on le dialogue? Comment écoute-t-on l'autre? Comment s'écoute-t-on dans la famille? Ça, je crois que c'est fondamental. Maintenant, quant aux familles monoparentales ou dans les familles où il y a eu un drame, où il y a eu une séparation, nous ne voulons pas juger ces familles, bien au contraire. Hein. Au contraire, c'est des familles qui ont particulièrement besoin d'affection, d'être entourées. Et nous pouvons leur dire, mais que une vie est encore possible, qu'il y a une espérance, et que des enfants qui ont vécu ce drame-là peuvent aussi vivre une vie d'adulte belle. On a constaté par un autre sondage que les divorcés également croient encore pour 89%